Mon fils m'a dépouillé de mes économies pour s'offrir des vacances de luxe. Ma réponse, un changement radical de mon testament. Découvrez cette histoire choquante de trahison et de justice. Abonnez-vous pour plus de récits captivants. Mon fils a pris toutes mes économies pour partir en vacances, alors j'ai modifié mon testament. Mes mains ne fonctionnaient plus correctement depuis le matin. J'avais du mal à tenir la tasse de tisane. Les feuilles séchées glissaient entre mes doigts, récalcitrants. Mes articulations étaient plus enflammées que d'habitude. Le temps était exécrable. Il pleuvait sur Roscoff depuis la veille. L'humidité pénétrait jusqu'aux os. Même dans une maison bien chauffée, l'arthrite m'avait touché, juste après mes 60 ans, mais récemment. La douleur devenait insupportable. La raideur matinale durait jusqu'à midi. Les tâches familières devenaient un combat. Je laissais tomber des objets, ne pouvais ouvrir une conserve. Et hier, impossible de lassir mes chaussures, enroulées dans un vieux manteau de laine. Je marchais lentement vers l'arrêt de bus, regardant par la fenêtre les vagues tumultueuses du port de Roscoff. J'avais rendez-vous avec le docteur Cécile Bernard, rhumatologue à l'hôpital des Marais. Nous nous voyions une fois par mois. À chaque fois, elle secouait la tête, prescrivant des antidouleurs plus forts. La salle d'attente sentait l'antiseptique, les vieux magazines. J'attendais mon tour, observant les autres patients, beaucoup plus jeunes, ce qui, bizarrement, me mettait mal à l'aise, comme si j'étais coupable de mon âge. Madame Vasseur, entrez, et j'ai appelé l'infirmière. Je me suis levé péniblement d'une chaise en plastique. Le docteur Bernard, petite femme aux cheveux gris courts, m'a accueilli avec un sourire amical. Comment allons-nous aujourd'hui? Plus mal. AIG admis honnêtement. Les antidouleurs n'aident plus beaucoup. Elle a examiné mes mains, notant les articulations gonflées, rouges, effectué des tests de mobilité, puis s'est assise pour consigner les résultats. Madame Vasseur, j'ai bien peur qu'il faille revoir votre traitement. Ça, a-t-elle dit sérieusement. La maladie progresse plus vite que prévu. Si nous n'agissons pas maintenant, vous pourriez perdre la mobilité de certaines articulations. Mon cœur s'est serré de peur. Et que pouvons-nous faire? Il existe une nouvelle thérapie, a dit le docteur Bernard, me tendant une brochure brillante, des médicaments biologiques de nouvelle génération, bien plus efficaces. Ils soulagent les symptômes, ralentissent la maladie. J'ai feuilleté la brochure, des photos montraient des seigneurs souriants, jouant avec leurs petits-enfants, jardinant, faisant du sport. Ça semble merveilleux. AIG dit, pleine d'espoir. Mais il y a un problème. Le docteur Bernard a ôté ses lunettes, se frottant le nez. Ces médicaments sont coûteux, très coûteux. Votre assurance ne couvre qu'une petite partie. Combien? Ma bouche s'est asséchée quand elle a nommé le montant. J'ai presque sursauté. 18 000 € pour le traitement complet. Je n'avais pas cet argent. Je comprends que c'est une dépense importante, a dit le docteur Bernard, doucement. Oh, mais croyez-moi, les résultats en valent la peine. Des patients ont retrouvé une vie normale après cette thérapie. J'ai hoché la tête, essayant de rassembler mes pensées. J'avais des économies, environ 13 500 €, mises de côté pour les jours difficiles. Mais cela ne suffisait pas. À la maison, je suis resté longtemps à la table de la cuisine, regardant la brochure, cherchant une solution. Un prêt bancaire? Les banques hésitaient à prêter aux retraités? Vendre quelque chose de précieux? Je n'avais presque rien, sauf ma maison, et déménager à mon âge semblait impensable. Il restait une option, me tourner vers mon fils. Adrien gagnait bien sa vie dans une compagnie d'assurance. Bien sûr, il avait sa famille, une hypothèque, des adolescents. Mais ne l'avais-je pas aidé toute ma vie? Pour pouvoir compter sur lui dans les moments difficiles, j'ai pris le téléphone, composant son numéro. Ma belle-fille a répondu « Bonjour, Sabine ». La voix de Mathilde était enjouée. « Comment vas-tu ?»« Moyen, ma chère.
Adrien est là. Il est au travail, mais il rentrera bientôt. Quelque chose ne va pas. J'ai besoin de lui parler. C'est important. Veux-tu que je lui demande de te rappeler? Oui, ou plutôt, je passerai ce soir. Ce sera mieux. La maison de mon fils était toujours bruyante. Lina, ma petite fille de 14 ans, écoutait sans cesse de la musique. Maxime, 12 ans, jouait à des jeux vidéo. Mathilde semblait préparer le dîner, parler au téléphone, aider les enfants avec leurs devoirs. Tout à la fois. Adrien arrivait en dernier, fatigué, s'installant dans son fauteuil avec une bière. Ce soir-là ne faisait pas exception. Je m'asseyais à l'îlot de cuisine, observant ma belle-fille s'affairer, attendant qu'Adrien soit libre. Enfin, après le dîner, les enfants dans leur chambre, Mathilde faisant la vaisselle. J'ai pu parler à Adrien seul. « Maman, tu sembles tendue, » a-t-il remarqué. S'adossant au canapé, « Tout va bien. » J'ai pris une profonde inspiration, lui racontant ma visite chez le médecin. L'arthrite progressive, le risque de perdre la mobilité, le nouveau traitement, coûteux, très coûteux, 10 000 €. Adrien a sifflé. Ah, waouh, l'assurance ne couvre pas. Seulement une petite partie. Combien as-tu d'économies? Environ 13,50 €. Il me manque 4 Vincent. Adrien s'est frotté le menton, pensif. D'accord. Maman, je comprends. C'est sérieux. Réfléchissons à une solution. Il a pris son ordinateur, tapant rapidement. Regarde, j'ai trouvé ça, des programmes de cofinancement pour seniors avec maladies chroniques. Tu pourrais obtenir une subvention. Je l'ai regardé avec gratitude. Il avait toujours été ainsi, pratique, rapide à trouver des solutions. Mais une autre option, a continué Adrien. Tu peux transférer tes économies sur un compte commun. Je compléterai le montant manquant. Ce sera plus simple pour gérer tes frais médicaux. En compte commun. J'ai demandé. Ah, oui, à mon nom. Je l'ouvrirai pour ton traitement. Je suivrai les paiements. Ajouterai de l'argent si besoin. Tu n'auras pas à t'en soucier. J'ai hésité. Transférer toutes mes économies à mon fils. Mais c'était de l'argent familial. Adrien avait toujours été fiable. Et il ajouterait le montant manquant. D'accord. J'ai accepté. Quand pouvons-nous le faire? Demain, je prendrai ma journée. Nous irons à la banque ensemble. Le lendemain, Adrien Espacetto. Nous sommes allés à la banque. Le processus a pris 1 heure. Remplir des formulaires, signer des documents, vérifier nos identités. Enfin, les 13 500 € furent transférés sur un nouveau compte, au nom d'Adrien Vasseur. Voilà, a-t-il dit, en quittant la banque. Je m'occupe de tout. Inscris-toi pour le traitement. Je payerai les factures directement. J'ai ressenti du soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais espoir que la douleur s'atténue, que je puisse tenir des aiguilles, à tricoter, jouer avec mes petits-enfants, jardiner. 2 jours plus tard, j'ai appelé la clinique pour m'inscrire. Nous pouvons commencer la semaine prochaine, a dit l'administratrice. Mais il faut confirmer le paiement. Bien sûr, je demanderai à mon fils de transférer l'argent. J'ai appelé Adrien, mais son téléphone était hors service. Pensant qu'il était occupé au travail, j'ai envoyé un message lui demandant de contacter la clinique. Pas de réponse. Le soir, j'ai réessayé. Sans succès. Mathilde ne répondait pas non plus. Étrange. Ma belle-fille répondait toujours. Je commençais à m'inquiéter. Quelque chose était-il arrivé? Le lendemain, en vérifiant ma page de réseau social, ouverte à l'insistance de mes petits-enfants, j'ai vu de nouvelles photos sur le profil de Mathilde, montrant la famille sur une plage de sable blanc, buvant des cocktails au bord d'une piscine, faisant du jet-ski. La géolocalisation indiquait Guadeloupe. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai agrandi une photo où Adrien souriait largement, levant un verre coloré, les mains tremblantes.
J'ai composé son numéro. Après quelques sonneries, il a répondu « Ah, oui, maman ». Le bruit des vagues. De la musique, en fond. « Adrien, vous êtes en vacances. » J'essayais de parler calmement, malgré mon cœur battant. « Oh, tu as vu les photos ?»« Oui, nous avons décidé de prendre des vacances, planifiées depuis longtemps. » « Et l'argent pour mon traitement. La clinique attend le paiement. » Une pause. Puis Adrien a dit, d'un ton factuel. « Écoute, maman, on en parlera à mon retour. Ce n'est pas le moment. » « Quand rentrez-vous ?» J'ai senti une boule dans ma gorge. « Dans 10 jours. Ne t'inquiète pas. Quelques semaines ne changeront rien. » Adrien. Aïgé luttait pour ne pas crier. Tu as dépensé mon argent pour des vacances. L'argent pour mon traitement. Une autre pause. Puis Adrien a parlé. Irrité. Tu sais quoi? Maman, j'en ai marre que tu dramatises tout. Mathilde et moi travaillons dur. Les enfants grandissent. Nous n'avons même pas de vraies vacances. Alors oui, j'ai pris ton argent. Et alors? Tes articulations te feront mal quelques mois. Tu ne vas pas t'effondrer. Le médecin dit que je pourrais perdre la mobilité. Les médecins te font peur pour prendre plus d'argent. Tu as vécu 64 ans. Ton traitement peut attendre. J'étouffais d'indignation, de douleur. Adrien, c'est toutes mes économies. Comment as-tu pu? Écoute. Sa voix prenait un ton métallique. J'en ai assez de cette conversation. On rentrera. On décidera pour ton traitement. Maintenant, laisse-moi tranquille. D'accord? Je suis en vacances. Ton traitement n'est pas mon problème. Il a raccroché brusquement. Je suis resté là, serrant le téléphone, incrédule. Mon fils, mon garçon, que j'avais élevé seul après la mort de mon mari, à qui j'avais tout donné, dont j'avais investi mon âme. Il avait volé mon argent, ma santé, mon avenir. Les larmes coulaient, je ne les essuyais pas. 13 €. Tout ce que j'avais, transformé en cocktail sur la plage, en jet skis. Le téléphone a glissé de mes doigts affaiblis, tombant avec un bruit sourd. Je ne l'ai pas remarqué. Je fixais le ciel gris de Roscoff, pensant que je ne connaissais pas mon fils. Je n'ai pas quitté la maison pendant 3 jours. Je n'ai pas répondu au téléphone. Je n'ai pas ouvert les rideaux. La douleur dans mes articulations s'intensifiait, mais semblait insignifiante, face à celle dans mon cœur. La trahison de mon fils était physiquement palpable, comme un coup au ventre, me coupant le souffle. Le 4e jour, des coups persistants à la porte. Je voulais les ignorer, mais ils continuaient. Je me suis levé, me dirigeant vers le café de l'Ancre, un petit établissement chaleureux au cœur de Roscoff, où Geneviève m'attendait. Nous nous sommes installés à une table près de la fenêtre, sirotant un verre de muscadet, entouré par l'odeur saline de la mer et le murmure des vagues. « Mon Dieu, Sabine, tu as une mine affreuse, » a dit Geneviève franchement, posant son verre. « J'essaye de t'appeler depuis 2 jours. Que se passe-t-il? » Je lui ai tout dit. L'arthrite, l'argent, Adrien et ses vacances à la Guadeloupe. Ces mots terribles. Les larmes coulaient à nouveau, mais de rancune, d'amertume. Geneviève écoutait sans interrompre, serrant ma main aux moments les plus émouvants, secouant la tête. Quand j'ai fini, elle laisse rester silencieuse longtemps, puis a dit « Tu sais, Sabine, je ne te l'ai jamais dit, mais ton Adrien a toujours été un égoïste gâté. Tu as trop fait pour lui. Tu ne l'as jamais aimé. » Aïgé tentait de défendre mon fils, par habitude. « Non, je l'aimais, parce que tu l'aimais. » A-t-elle dit. Mais je n'étais pas aveuglée par les sentiments maternels. Je voyais comment il grandissait. Tu te souviens? À 14 ans, tu économisais pour une nouvelle machine à laver et il t'a supplié d'acheter une guitare, parce qu'il voulait être une rockstar. Je m'en souvenais, la machine était cassée. Je l'avais à la main. Mais Adrien suppliait, parlait si bien de son rêve, je lui ai acheté une guitare. Sherda, de marque. 2 mois plus tard, elle prenait la poussière
et j'ai continué à laver à la main 6 mois pour économiser pour une machine. Ou à 18 ans, quand tu lui as donné l'argent économisé pour réparer le toit, pour qu'il parte en Europe avec ses amis. Oui, ça aussi. Je croyais que la jeunesse était faite pour l'aventure, qu'on ne pouvait priver son fils de voir le monde, puis j'ai passé l'hiver à placer des seaux sous les fuites. Sabine. Comprends. Geneviève m'a versé plus de vin. Ce n'est pas juste l'argent. Adrien n'a jamais apprécié tes sacrifices. Il les prenait pour acquis. Et il le fait encore. Je suis restée silencieuse. Les mots de mon ami étaient douloureux, mais vrais. Adrien obtenait toujours ce qu'il voulait. J'étais toujours prête à tout lui donner pour son bonheur. Que vais-je faire maintenant? Ai-je demandé. Je n'ai pas d'argent pour le traitement, et on dirait que je ne le récupérerai pas. D'abord, tu dois manger, te remettre en ordre. Geneviève était catégorique. Ensuite, parlons à René. C'est un homme pratique. Il pourrait avoir des conseils. René Marchand vivait à côté, depuis plus de 20 ans, veuf à peu près en même temps que moi. Nous nous entraidions parfois. Il réparait des robinets, des serrures. Je cuisinais parfois pour lui, faisais des tartes, rien de romantique, juste de bonnes relations de voisinage. Geneviève l'a appelé. Une demi-heure plus tard, René était à ma table, sirotant du vin, écoutant l'histoire de la trahison de mon fils. Quel salaud, a-t-il dit, quand j'ai fini, son visage, d'ordinaire jovial, d'oursi. Désolé, Sabine, mais ton fils s'est comporté comme un scélérat. Que dois-je faire? Ai-je répété. Tu pourrais le poursuivre en justice. Je suis à se gérer, René. C'est de la fraude. Il t'a escroqué. J'ai secoué la tête. Non, pas de tribunal. Je ne veux pas exposer nos problèmes familiaux. L'argent a été transféré volontairement. Tout est en règle. Alors, attends son retour. Exige ton argent. A dit René. Si toute la famille le presse, tu pourrais récupérer quelque chose. Il a tout dépensé. Ai-je dit avec un sourire amer. Vous n'avez pas vu les photos. Bungalow privé, sports nautiques, restaurant cher. Même s'il voulait, il aurait du mal à rembourser. Nous sommes restés silencieux, réfléchissant. Enfin, Geneviève a dit. Sabine, as-tu pensé à revoir ton testament? Je l'ai regardé, surprise. Quel rapport? Eh bien, si je me souviens, Adrien est l'unique héritier, a dit Geneviève, prudente. La maison, les économies, tout lui revient. Après ce qui s'est passé, peut-être vaut-il la peine de se demander s'il mérite l'héritage. Mais je n'y avais jamais pensé. En effet, après la mort de mon mari, j'avais rédigé un testament désignant Adrien comme unique héritier. Cela semblait naturel. À qui d'autre laisser mes biens, sinon à mon fils? Peut-être que Geneviève a raison, a acquiescé René. Pense à tes petits-enfants. Lina et Maxime sont innocents. Et si Adrien prend tout, qui sait s'ils verront 1 centime? Je ne sais de plus. A ajouté Geneviève. Ça pourrait le faire réfléchir. S'il apprend qu'il a perdu son héritage à cause de ses actes, peut-être une leçon. Je n'étais pas sûre. Punir mon fils en le déshéritant semblait cruel, mais n'avait-il pas été cruel en prenant mon argent, me laissant sans soin? Je dois y réfléchir. J'ai dit, c'est une décision sérieuse. Bien sûr, réfléchis. A convenu René. Oh, mais ne traîne pas. Qui sait ce que ton fils pourrait encore inventer? Cham. Après leur départ, je n'ai pas dormi. Me tournant dans mon lit, passant en revue la vie d'Adrien, son enfance, sa jeunesse, ses années d'adulte. Je cherchais le moment où tout avait dérapé, où mon garçon doux était devenu un homme égoïste, sans cœur. Peut-être l'avais-je trop gâté, toujours protégé des conséquences, toujours prête à aider, au détriment de moi-même. Le matin, je me suis réveillée, la tête lourde, mais avec une certitude. Geneviève et René avaient raison. Il était temps d'arrêter de croire aveuglément en la bonté de mon fils, de protéger moi-même.
l'avenir de mes petits-enfants. J'ai trouvé la carte de visite de Victor Lemaître, avocat, qui m'avait aidé avec des papiers pour la maison. Je l'ai appelé, prenant rendez-vous. Son bureau était dans un vieux bâtiment, au centre de Roscoff, sentant le cirage. Les livres anciens. L'avocat, Minson, barbe grise soignée, m'a accueilli avec un sourire poli. Ça, Madame Vasseur, ravi de vous revoir. Comment puis-je vous aider? J'ai lui ai raconté la situation avec Adrien, ma décision de changer le testament. Lemaître écoutait attentivement, prenant des notes. Vous savez, Madame Vasseur, a-t-il dit, quand j'ai fini, je ne veux pas dire je vous l'avais dit, mais vous souvenez-vous de notre conversation? Je me souvenais vaguement. Adrien m'avait demandé de l'argent pour un acompte sur une maison, avec Mathilde, une somme importante. J'avais consulté Lemaître sur les aspects légaux. Vous m'aviez conseillé de tout mettre par écrit. J'ai rappelé. Un contrat de prêt. Exactement. A Rocher l'avocat. Et j'avais averti que les relations financières familiales mènent souvent à des conflits, surtout si l'un prend sans donner. Je suis restée silencieuse à l'époque. Je trouvais Lemaître trop cynique. Adrien était mon fils. Je lui faisais confiance. Pourquoi des formalités entre familles? Mais ce n'est pas le sujet maintenant. A continué l'avocat. Vous voulez changer le testament. Discutons des modifications. Nous avons passé 2 heures à explorer les options. Lemaître proposait des solutions légales. Je les pesais en termes d'équité, de soins pour mes petits-enfants. Finalement, nous sommes convenus. Ma maison reste mienne jusqu'à ma mort, puis sera vendue. 30% du produit ira à une fondation aidant les seniors arthritiques. Le reste, 70%, et mes économies iront dans un fonds éducatif pour Lina et Maxime, accessible pour leurs études. Autres besoins éducatifs. Le solde à 25 ans. Adrien ne recevait rien. Êtes-vous sûr de vouloir exclure totalement votre fils? A demandé Lemaître. Cela pourrait mener à un conflit juridique après votre décès. Il pourrait contester. Qu'il conteste. AIG était ferme. Vous aurez toutes les preuves de ses actes, et je ne l'exclus pas complètement. Il est le père de Lina et Maxime. S'il leur arrive quelque chose, l'argent du fonds me reviendra, puis à lui, mais je ne veux pas qu'il y accède directement. J'ai vu comment il gère l'argent. Lemaître a hoché la tête, commençant à rédiger les documents. Pendant qu'il travaillait, je regardais son bureau, bibliothèque ancienne, fauteuils en cuir, photos au mur, une en noir et blanc d'un couple âgé devant cette maison. Ce sont mes parents, a dit Lemaître, remarquant mon regard. Mon père était avocat. Comme moi, ma mère femme au foyer, ensemble 52 ans, jusqu'à son décès. En beau couple. AIG dit sincèrement. Oui. Ils étaient spéciaux. Ils m'ont appris tout ce que je sais sur la justice. A souri Lemaître. C'est mon père disait souvent, être avocat, c'est défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. Défendre les vieilles dames, naïves comme moi. Pas naïve. Madame Vasseur, confiante, c'est différent. La naïveté est de la sottise. La confiance croît au meilleur des gens. Il n'y a pas de honte à ça. C'est mossement un peu réconforté. Ces derniers jours, je me reprochais d'avoir cru Adrien si facilement, d'avoir été si stupide. Mais peut-être n'était-ce pas ma sottise, mais sa mesquinerie. Lemaître a fini les documents, me les tendant pour signature. Je lisais chaque ligne lentement, réalisant la gravité du moment. Ce n'était pas juste un changement légal, c'était l'admission d'une vérité amère sur mon fils, qu'il ne méritait pas ma confiance, mon amour inconditionnel. Et maintenant, dit AIG demandé, signant la dernière page. Maintenant, j'enregistre le testament auprès des autorités. Il prendra effet. A expliqué Lemaître. L'ancien sera automatiquement révoqué. Vous recevrez une copie dans quelques jours. Adrien ne saura-t-il? Pas de moi. Le contenu est confidentiel jusqu'au décès du testateur.
Mais si vous décidez de lui dire « c'est votre droit », je n'étais pas sûr de vouloir le lui dire. D'un côté, cela pourrait être une leçon, de l'autre, provoquer un nouveau conflit, et je n'avais plus la force pour cela. Je vais y réfléchir, ai-je dit. En quittant le bureau, il bruine dehors, temps d'automne typique de Roscoff, sans parapluie, mais la pluie ne me dérangeait pas. Au contraire, les gouttes sur mon visage semblaient purifiantes, lavant la douleur, la rancune accumulée. Je marchais lentement, repensant à ma décision. Était-elle juste? Trop cruelle. Étais-je égoïste? Ne pensant qu'à mes blessures, mais je me souvenais des visages de Lina et Maxime. Leur avenir était sécurisé. Ils pourraient étudier, se développer, construire leur vie, même si leur père dépensait tout en divertissement. Une partie de l'argent aiderait des seniors arthritiques comme moi. C'était équitable. À la maison, j'ai préparé une tisane, ressentant un calme étrange. Pour la première fois depuis des jours, la douleur de la trahison de mon fils n'avait pas disparu, mais devenait sourde, distante, comme une vieille blessure par temps pluvieux. J'avais fait ce que je devais, protéger moi-même. L'avenir de mes petits-enfants, peut-être appris à Adrien une leçon qu'il se rappellerait. Le téléphone a sonné. Me tirant de mes pensées, c'était Geneviève. « Alors, tu l'as fait ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Oui. » ai-je répondu. « Si, le testament est changé. Adrien n'aura rien. »« Et comment te sens-tu » J'ai marqué une pause. C'est étrange, mais je me sens soulagée, comme si j'avais ôté un lourd fardeau porté des années. Ce n'est pas un fardeau. Sabine, ce sont tes lunettes roses. Tu les as enfin enlevées, voyant la réalité. Peut-être Geneviève avait raison. Peut-être avais-je trop longtemps regardé le monde à travers l'amour maternel, voyant Adrien comme le fils parfait, aveugle à ses défauts, son égoïsme. Que vas-tu faire pour le traitement ? A demandé Geneviève. Je ne sais pas encore. Peut-être vendre des objets. J'ai des bijoux de ma mère. Ils devraient valoir quelque chose. Et on trouvera une solution. A dit Geneviève. Confiante. L'important, c'est que tu as cessé de faire aveuglément confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Après notre conversation, je suis restée longtemps à la fenêtre, regardant la rue humide. Un mélange de tristesse, de détermination m'envahissait. J'avais perdu l'image de mon fils. Ça faisait mal, mais j'avais gagné une nouvelle compréhension de moi-même, de ma valeur. Je n'étais plus seulement la mère d'Adrien. Prête à tout pour son bonheur, j'étais Sabine Vasseur, une femme qui avait vécu dignement, méritant respect. Soine. J'avais fait le premier pas pour gagner ce respect. 10 jours ont passé. Aucun appel. Message d'Adrien. Je suivais sa vie, celle de sa famille, via les photos de Mathilde sur les réseaux sociaux. Chaque jour, soleil éclatant, mer bleue, visager heureux, tandis que je restais dans ma maison froide, avec une douleur articulaire insupportable. Les bijoux de ma mère étaient sur la table. Un collier en or avec une petite émeraude, plusieurs bagues, un bracelet en argent. Pas très précieux, mais inestimable pour moi. Ma mère me les avait donnés avant sa mort. J'espérais les transmettre à Lina. Maintenant, ils pouvaient sauver ma santé. J'ai trouvé un prêteur sur gage au centre-ville, y apportant les bijoux. L'argent obtenu suffirait pour le premier cycle de traitement. Pas tout, mais un début. Le docteur Bernard était ravi. Quand je lui ai dit que je pouvais commencer, « C'est la bonne décision, Madame Vasseur », a-t-elle dit. Pas de raison de retarder. Vous verrez des résultats dans 2 à 3 semaines. Le jour de ma première injection, Adrien et sa famille sont rentrés à Roscoff. Je l'ai su par René, qui les a vus décharger leurs valises d'un taxi, bronzés et reposés. A dit René, méprisant. Et ton fils a même donné un gros pourboire au porteur, facile avec l'argent des autres. Je m'attendais à ce qu'Adrien appelle ou passe. Nous ne nous étions pas quittés en bons termes. Il devrait au moins essayer de s'expliquer, mais le téléphone restait silencieux. Un jour, 2, 3, pas de nouvelles.
Le 4e jour, on a frappé à la porte. En ouvrant, j'ai vu Mathilde, embarrassée, tenant un sac en papier. « Ah, bonjour, Sabine. Puis-je entrer ?» Je me suis écartée, la laissant entrer. Nous sommes allés à la cuisine, où j'ai mis la bouilloire en silence. « Je t'ai apporté quelque chose de la Guadeloupe ?» a dit Mathilde, tendant le sac. « Du thé local ? On dit qu'il est bon pour les articulations. » Je l'ai regardé, surprise. « Du thé ? Tu m'as apporté du thé, au lieu de 13 100 €. » Mathilde a rougi, baissant la tête. « Sabine, je ne savais pas. Je le jure, je ne savais pas qu'Adrien avait pris ton argent. » Comment ne pas savoir? Vous êtes partis dans un complexe de luxe ensemble. Adrien a dit qu'il avait eu une grosse prime, que tu avais prêté une partie de tes économies. Volontairement, je n'avais pas idée que c'était tout ton argent. Pour ton traitement, je l'ai regardée attentivement. Elle semblait sincèrement bouleversée. Quand as-tu appris la vérité? Here, a soupiré Mathilde. Lina a entendu René en parler à notre voisine. Madame Leroux, elle est rentrée en larmes, demandant des explications. Adrienne a nié, mais je voyais à son visage que Lina avait raison. Nous nous sommes disputés, j'ai versé de la tisane, m'asseyant en face d'elle. Où est Adrien maintenant? Au travail. Il ne sait pas que je suis là, a-t-elle dit, tournant nerveusement sa tasse. Sabine, j'ai tellement honte. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ce voyage. Je te crois, a-t-il dit après une pause. Tu as toujours été honnête. Si nous rembourserons l'argent, a dit Mathilde, confiante. J'ai insisté pour qu'Adrien prenne un prêt. Ça prendra du temps, mais nous rembourserons tout. J'ai hoché la tête. D'autant de ses promesses, Adrien trouverait probablement une échappatoire. Comme toujours. Comment va ton traitement? J'ai commencé. J'ai mis les bijoux de ma mère en gage. Ma belle-fille a pâli. Mon Dieu, Sabine, ceux que tu voulais donner à Lina. Oui. Mais ça va, la santé est plus importante. Mathilde s'est levée brusquement, m'enlaçant. Pardonne-nous, j'ai tellement honte. Je lui ai tapoté le dos. Maladroite, j'avais pitié de Mathilde. Elle semblait une femme décente. Visiblement, Adrien savait cacher sa vraie nature, non seulement à sa mère, mais à sa femme. Après son départ, j'ai ressenti un vide étrange. Tous ces jours, j'étais en colère contre mon fils, mais au fond, j'espérais qu'il viendrait, s'expliquerait, s'excuserait, que c'était un malentendu ridicule. Mais la visite de Mathilde confirmait qu'Adrien m'avait délibérément trompé, sans juger nécessaire de s'excuser. Les jours suivants furent calmes. Je suivais mes rendez-vous, faisais le ménage, voyais Geneviève. Peu à peu, les nouvelles des actes d'Adrien se répandirent dans Roscoff, petite ville où tout se sait. À la pharmacie, la pharmacienne secouait la tête, compatissante, en me donnant mes médicaments. Au supermarché, la caissière proposait de porter mes sacs. Même le facteur, d'ordinaire taciturne, s'arrêtait pour discuter, demander comment j'allais. Un soir, le téléphone a sonné. Je n'allais pas répondre, pensant à Geneviève proposant encore un film ou une exposition pour me changer les idées. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Sabine, c'est Nathalie Giraud, la femme du patron d'Adrien, Dominique Giraud. Nous nous étions rencontrés à quelques soirées d'entreprise, sans être proches. Bonjour. Nathalie, comment puis-je aider? Je t'appelle pour dire combien je suis désolée. Dominique m'a raconté ce qu'Adrien a fait avec ton argent. C'est terrible. Et merci pour ta sympathie. Oui, a-t-il dit, ne sachant quoi ajouter. Dominique est très contrarié. Il considérait Adrien comme un employé fiable. Maintenant, il ne peut plus le voir pareil. Je n'ai rien dit, ne voulant pas discuter de mon fils avec des étrangers, même compatissants. Bref, a continué Nathalie, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous. Dominique et moi
serions ravis d'aider. Ah, je vais bien, Nathalie. Je me débrouille. Oui, Dominique a dit que tu avais trouvé un moyen de payer le traitement et que tu avais changé ton testament. Très sage de ta part. J'ai figé. Que dis-tu sur mon testament? Dominique a dit que tu avais exclu Adrien. Laissant tout à tes petits-enfants, je pense que c'est juste. Comment Dominique sait-il pour le testament? Nathalie a marqué une pause, embarrassée. Oh, je pensais que tu savais. Dominique l'a appris de Romain Roche. Tu es ami avec sa mère, Madeleine. Non, Madeleine Roche était une connaissance de longue date. Nous jouions parfois au bridge au club local. Son fils, Romain, travaillait à la mairie, au service des archives. J'ai compris ce qui s'était passé. Romain avait vu mon Nouveau Testament, en avait parlé à sa mère, qui l'avait partagé avec ses amis. Nathalie, je dois y aller. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché, le cœur battant. Toute la ville savait que j'avais déshérité mon fils. Adrien l'avait probablement appris. Je jetai un regard involontaire à la porte. Était-elle verrouillée? Mais Adrien n'est pas venu ce soir-là, ni le lendemain. J'avais presque cru que tout irait bien, quand un samedi matin, un crissement de frein a retenti dans l'allée. En regardant par la fenêtre, j'ai vu la voiture de mon fils garée négligemment sur la pelouse. Adrien a sauté, marchant vite, vers la maison. J'ai à peine eu le temps de m'écarter de la fenêtre, la porte s'est ouverte. Adrien ne frappait jamais. « Maman !» Sa voix résonnait. « Où es-tu » Je suis entré dans le couloir, essayant de rester calme. Bonjour ?» Adrien. Il avait une mine affreuse. Costume froissé, yeux rouges, barbe naissante. Loin du vacancier heureux des photos. C'est vrai. Il s'est avancé, agitant les bras. Tu m'as exclu de ton testament. Oui. Aïgé répondit simplement. Vieille femme vindicative, a-t-il crié. Comment as-tu pu? Je suis ton fils unique. Et je suis ta mère unique. Aïgé dit doucement. Ça ne t'a pas empêché de voler mon argent, de me laisser sans soin. Je n'ai rien volé. Tu as transféré l'argent toi-même. Parce que tu as promis de compléter et de payer mon traitement, tu l'as dépensé pour tes vacances. Adrien a passé la main dans ses cheveux, nerveux. D'accord, j'admets, c'était mal. Je me suis emporté, mais me déshériter, c'est trop. Je ne t'ai pas déshérité, Adrien. Aïe, j'ai dit. J'ai juste assuré que mon argent aille à l'éducation de tes enfants, pas à tes divertissements. Tu n'as pas le droit. Adrien arpentait la pièce, comme un animal en cage. Cette maison appartenait à mon père. Elle devrait me revenir. Ton père voudrait que ses petits-enfants aient une bonne éducation. La maison sera vendue. Lina et Maxime auront une partie de l'argent. Et moi, j'ai quoi? Adrien s'est arrêté face à moi, le visage déformé par la colère. Et rien. Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai ri, malgré moi. Qu'as-tu fait exactement, Adrien? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je t'ai rendu visite, invité pour les fêtes. Laissez voir tes petits-enfants. Oh, quelle générosité! Tu m'as laissé voir mes propres petits-enfants. J'ai secoué la tête. Et tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai élevé seul, payé tes études, aidé pour la compte de ta maison, gardé les enfants, quand toi et Mathilde vouliez une pause. Et comment m'as-tu remercié? En volant mes économies. Je rembourserai chaque centime, a crié Adrien. Mathilde m'a forcé à prendre un prêt. Tu auras tes 13 500 €. Mais change ton testament immédiatement. Non, j'ai dit, plus calme que jamais. Ce n'est pas une question d'argent, Adrien. C'est une question de confiance. Je ne crois plus que tu géreras mon héritage de manière responsable. Tu fais ça pour me narguer. Adrien a saisi un vase sur la table. Le jetant contre le mur, les éclats volaient dans la pièce. Tu as toujours été comme ça.
contre lunch, me disant comment vivre. J'ai regardé le vase brisé, cadeau de mon mari pour notre 10e anniversaire, ressentant un calme étrange, comme si je regardais un film, pas ma vie. Sors de ma maison, Adrien. Quoi? J'ai dit, sors. Tu as cassé le vase de ton père, volé mon argent. Tu me cries dessus, m'insultes. Je n'ai pas à supporter ça. Maman. Adrienne a changé de ton, suppliante. Parlons calmement. Je me suis emportée. Je suis désolée, mais ce testament est important pour moi. C'est mon avenir. Non, Adrienne, c'est ma propriété. Je l'utiliserai comme je l'entends. Maintenant, je te demande de partir. Tu le regretteras, a-t-il sifflé, menaçant. Je prouverai que tu es incompétente, folle. Ah, vas-y. J'ai haussé les épaules. Le docteur. Bernard a tous mes rapports médicaux. J'ai de l'arthrite. Pas de démence. Adrien restait là, poing serré, visage rouge de rage, luttant pour trouver des arguments, des menaces. Tout ça, c'est pour l'argent. A-t-il dit enfin. Tu te venges parce que j'ai pris l'argent des vacances. Non, Adrien. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas changé mon testament pour te narguer. Tu as choisi l'argent plutôt que moi. J'ai juste respecté ton choix. Ces mots l'ont frappé physiquement. Il a reculé, me regardant comme pour la première fois. Qu'as-tu dit? Tu as fait un choix, Adrien. En prenant mon argent, au lieu d'aider pour mon traitement, tu as montré que tu valorises tes plaisirs plus que ma santé, plus que notre famille. J'ai accepté ce fait. J'agis en conséquence. Adrien a ouvert la bouche, incapable de parler. Il me fixait, choqué, comme s'il ne croyait pas que sa mère douce, indulgente, pouvait être si dure. Enfin, il s'est tourné, partant, claquant la porte bruyamment. Une minute plus tard, le moteur de sa voiture rugissait, s'éloignant. Je me suis lentement effondré dans un fauteuil, les mains tremblantes. La confrontation m'avait vidé, mais pour la première fois, j'ai senti que j'avais fait ce qu'il fallait, que je n'avais pas cédé à l'intimidation, à la manipulation, que j'avais dit la vérité, amère, mais nécessaire. Après notre dispute, silence. Adrien n'appelait pas, ne venait pas. Je n'avais de ses nouvelles que par Mathilde, passant parfois avec les enfants d'elle. J'ai appris qu'Adrien était profondément déprimé, parlait peu à la maison, restait tard au travail. Il a changé, Sabine, a dit Mathilde lors d'une visite. Il est devenu renfermé, irritable. J'ai essayé de lui parler de ce qui s'est passé, mais il explose. J'ai hoché la tête, sans grande sympathie. Mon traitement progressait lentement, mais sûrement, le docteur. Bernard était satisfaite. L'inflammation diminuait, la douleur moins intense. Je pouvais boutonner seul, essayer de tricoter. Un matin de début décembre, on a frappé à la porte. En ouvrant, j'ai vu Adrien, pull, émacié, mais en costume impeccable, tenant un bouquet de mélisse préféré. « Maman ?» a-t-il souri. Une certaine. Puis-je entrer? Je l'ai laissé entrer en silence. Il est allé à la cuisine, posant les fleurs sur la table, regardant autour, comme s'il voyait la pièce pour la première fois. « Comment va ta santé ?» a-t-il demandé, s'asseyant. « Mieux. » J'ai répondu, laconique. Le traitement aide. « Tant mieux. » a roché Adrien. Je suis content. Sans une pause gênante. Je n'ai pas rompu le silence, attendant qu'il en vienne au but. « Maman, » a-t-il dit enfin. Je suis venu m'excuser. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai été égoïste, ne pensant qu'à moi. Prendre ton argent, te laisser sans traitement. C'était terrible. Je l'ai regardé, cherchant la sincérité dans ses yeux, mais quelque chose me rendait méfiante. Peut-être son intonation trop répétée, ses gestes calculés. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. A continué Adrien. À quel genre de fils je suis, à comment tu as toujours pris soin de moi.
Et moi, je ne l'ai pas apprécié. Il a sorti une enveloppe de sa veste, la posant sur la table. Voici 400 €. La première partie de ce que je te dois. J'ai pris un prêt, comme promis, par Mathilde. Je te payerai 4 500 par mois, jusqu'à rembourser tout. J'ai regardé l'enveloppe, sans la prendre. Pourquoi fais-tu ça, Adrien? Comment ça? Pourquoi? Il semblait perplexe. Je t'ai dit, je veux réparer. C'est tout? Maman, a soupiré Adrien, tu me lis toujours comme un livre ouvert. Oui, j'espère que tu reconsidéreras ta décision sur le testament. Mais ce n'est pas la seule raison. Je suis vraiment désolée. Je l'ai étudié en 39 ans. J'avais appris ces petits gestes révélateurs quand il mentait, un tic à la commissure des lèvres, l'habitude de frotter son oreille gauche, un regard trop direct, tous présents. Je ne te crois pas. Adrian. Aïe, j'ai dit enfin. Tu n'es pas désolé. Tu as peur de perdre ton héritage. Maman, a-t-il exclamé, indigné. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est vrai. Si tu étais vraiment désolé, tu serais venu à ton retour des vacances. Mais tu es là seulement maintenant. Après avoir appris le changement du testament, Adrien a ouvert la bouche pour protester. Mais j'ai levé la main. Et même maintenant, tu n'es pas venu les mains vides. Tu as apporté argent, fleurs. Tu essaies d'acheter le pardon. Ce n'est pas juste. Adrien s'est levé, renversant la table. J'essaye de réparer. Non? J'ai secoué la tête. Tu essaies de réparer les conséquences, pas la cause. Tu ne comprends pas que le problème n'est pas l'argent. C'est ton attitude envers moi. J'ai voyé son visage changer, le masque de remords glissant, révélant colère, déception, impatience. Que veux-tu de moi? A-t-il sifflé. Je suis venu m'excuser. Apporter de l'argent. Que veux-tu d'autre? De la sincérité. Adrien, mais tu n'en sembles pas capable. Il a saisi l'enveloppe, la remettant dans sa poche. Ah, tu sais quoi? Oublié? J'ai essayé de me réconcilier, mais tu es trop têtu. Si tu ne veux pas de l'argent, ne le prends pas. Si tu ne veux pas me pardonner, c'est ton droit, mais n'attends pas que je rampe à tes pieds. Il est sorti de la cuisine en trombe. La porte d'entrée a claqué. J'étais seule, avec un bouquet de lys commençant à faner sur la table. Ce soir-là, Mathilde a appelé. Sa voix tendue. « Sabine ?» Adrien est rentré furieux. Que s'est-il passé? J'ai lui ai raconté sa visite. Ma réaction. Je comprends. A-t-elle dit après une pause. Ah, il n'est pas vraiment désolé. Il veut juste récupérer sa place dans le testament. Tu n'es pas fâché que je n'ai pas accepté ses excuses? Non. A-t-elle soupiré. À vrai dire, j'en ai assez de son hypocrisie. Ces dernières semaines ont été difficiles. J'ai ressenti une alarme. Mathilde, vas-tu bien? Pas vraiment. A-t-elle dit doucement, comme si elle craignait d'être entendue. Si Adrien a changé. Ou peut-être que je le vois enfin tel qu'il est. Il est irritable. S'en prend souvent aux enfants. Hier, il a crié sur Maxime pour un verre cassé. Le garçon a pleuré jusqu'à minuit. Mon cœur s'est serré. Mes petits-enfants ne devraient pas souffrir des erreurs de leur père. Je pense au divorce. A confessé Mathilde. J'ai déjà consulté un avocat. Cette révélation m'a surprise, malgré les défauts d'Adrien. Je ne pensais pas leur mariage en danger. Es-tu sûr? J'ai demandé prudemment. Peut-être juste une période difficile. Ce n'est pas juste l'argent, a dit Mathilde. Ça m'a ouvert les yeux sur qui est vraiment mon mari, égoïste, irresponsable, prêt à trahir même les plus proches pour son gain. Je ne veux pas que mes enfants grandissent ainsi. Après cette conversation, je pensais souvent à Mathilde, mes petits-enfants. Je voulais les aider, mais ne savais comment. Intervenir dans leur relation semblait inapproprié. La solution est venue inattendue. Une semaine après notre discussion, Lina s'est présentée chez moi après l'école.
Mamie, puis-je rester chez toi? A-t-elle demandé, serrant son écharpe. C'est dur à la maison. Je l'ai enlacé, l'emmenant à la cuisine. En préparant du cacao, Lina m'a raconté que ses parents se disputaient sans cesse, que son père rentrait tard, de mauvaise humeur, que Maxime avait peur, se cachait dans sa chambre. Chut, maman dit qu'on déménage bientôt, a dit Lina, fixant sa tasse. Somme sans papa. Comment te sens-tu à ce sujet? A-I-G demandé prudemment. Lina a haussé les épaules. Je ne sais pas, je suis triste, mais quand papa est là, c'est pire. Il a changé, mamie. Avant, on jouait beaucoup. Il m'aidait avec mes devoirs, racontait des histoires drôles. Maintenant, il criait, s'énerve. J'ai caressé la tête de ma petite fille, ne sachant que dire. Comment expliquer les complexités des relations adultes à une fille de 14 ans? Sais-tu ce qui s'est passé entre ton père et moi? A.I.G. demandé. Lina a hoché la tête. Oui. Maman me l'a dit. Papa a pris ton argent pour ton traitement. L'a dépensé pour des vacances. Et qu'en penses-tu? Lina est restée silencieuse, puis m'a regardée, les yeux pleins de larmes. Je pense qu'il a fait quelque chose de terrible. Tu es sa mère. Tu as toujours été gentille avec nous. Et lui, il t'a volé. Je l'ai enlacé. Nous sommes restés longtemps sans parler. À partir de ce jour, Lina venait souvent, après l'école, faisait ses devoirs à ma table, parfois restait dormir. Je voyais qu'elle se sentait plus calme ici, loin des conflits familiaux. Nous trouvions un terrain commun. Lina s'intéressait à l'histoire, surtout les années 60 et 70. Aimait mes récits de jeunesse. Je lui montrais des photos anciennes, des disques vinyles, gardés au grenier. Elle m'aidait à la maison, cuisinant des plats simples, arrosant les fleurs. Quand je me sentais mieux, nous jardinions ensemble. Un jour, en triant une boîte, Lina a trouvé mes aiguilles, a tricoté. Tu sais tricoter, mamie, a-t-elle demandé, intéressée. Avant, a-I-G dit, montrant mes mains, mais l'arthrite complique, bien que maintenant, avec le traitement, ça va mieux. Tu m'apprendras, a-t-elle demandé, inattendue. Je trouve ça cool de créer quelque chose de ses mains. Nous avons commencé des leçons de tricot. D'abord difficiles. Mes doigts ne fonctionnaient pas bien. Lina était impatiente, frustrée quand ça ratait. Mais peu à peu, ça s'améliorait. À Noël, elle avait tricoté une écharpe simple pour Maxime, la joie sur son visage. Quand son frère l'a acceptée avec enthousiasme, valait tous les efforts. Mathilde m'a dit qu'elle avait demandé le divorce. Adrien résistait, menaçant de prendre les enfants, puis, inattendu, a accepté toutes les conditions, y compris une pension alimentaire substantielle. Étrange, lui qui se battait pour chaque centime. La réponse est venue mi-janvier. Un article dans le journal local sur un scandale financier dans la compagnie d'assurance d'Adrien, un évaluateur des risques, non nommé, avait été pris en train de détourner un gros contrat, causant des pertes importantes. Ce soir-là, Mathilde a l'appelé, confirmant mes soupçons. Mais c'était Adrien. Il a été licencié sans indemnité. L'entreprise envisage des poursuites. Il est désespéré. A dit Mathilde. Il dit que c'est injuste, qu'on l'a piégé. Mais j'ai vu les documents. C'était sa signature. Ça, que va-t-il faire? Je ne sais pas. Il loge dans un motel bon marché en dehors de la ville. Il n'a presque plus d'argent. Tout est parti dans les vacances. Les prêts, je le laisse voir les enfants le week-end. Mais Lina refuse. Maxime seulement si je suis là. J'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. D'un côté, j'avais pitié de mon fils, perdant son travail, sa famille. Le respect de ses collègues. De l'autre, il semblait mériter ses actes. Une semaine plus tard, Adrien s'est présenté chez moi. Il avait pire mine que la dernière fois. Vêtements froissés, yeux enfoncés, teinte malsain. « Maman, j'ai besoin de ton aide », a-t-il dit sans préambule, entrant. Je l'ai suivi en silence dans le salon.
Il s'est assis dans un fauteuil, se prenant la tête. Je suis dans le pétrin. J'ai perdu mon travail. Mathilde a demandé le divorce. Je n'ai pas d'argent. Bientôt, je serai expulsée du motel pour non-paiement. Comment puis-je aider? A.I.G. demandé, connaissant la réponse. J'ai besoin d'argent. Adrien m'a regardé. Juste assez pour tenir, jusqu'à trouver un nouveau travail. Au moins 2000 €. Je l'ai regardé, ne le reconnaissant pas, où était l'homme confiant, prospère que je connaissais. Devant moi, un homme brisé, ayant tout perdu. Je n'ai pas cet argent. Adrien, aïe, j'ai dit, sincère. Tout ce que j'avais est parti dans mon traitement. Mais tu as ta pension. Sa voix devenait suppliante. Et la maison est payée. Tu pourrais prendre un prêt hypothécaire. Je ne vais pas risquer mon toit pour tes dettes. A.I.G. répondit fermement. Tu es un adulte. Adrien, trouver un travail. Peut-être moins prestigieux, mais quelque chose pour payer tes frais. Tu ne comprends pas. Il s'est levé. Avec ma réputation, aucune entreprise décente ne m'embauchera. Travail comme caissier, déménageur. C'est indigne de moi. Quand tu n'as rien à manger, la dignité est le dernier souci. A.I.G. remarquait. Adrien arpentait la pièce, s'arrêtant brusquement, et les 400-500 € que j'ai proposé de rendre, tu les as refusés. Où sont-ils? J'ai senti mes joues rougir. Je ne voulais pas le dire, mais pas le choix. Je les ai donnés à un fonds pour seniors arthritiques. Adrien m'a fixé, incrédule. Tu quoi? Tu m'as entendu. Je les ai donnés au fond. Ils feront plus de bien là-bas que si je les avais repris. Tu as donné mon argent à des étrangers. Ah, rougit Adrien. Alors que ton propre fils est au bord de la pauvreté, ce n'était pas ton argent. Lui ai-je rappelé. C'était le mien, que tu as volé, puis essayé de rendre en partie pour récupérer ta place dans le testament. Adrien m'a regardé, comme s'il voulait me frapper. Je n'avais jamais vu autant de rage dans ses yeux. J'ai reculé instinctivement. Tu ne m'as jamais aimé, a-t-il sifflé. Tu m'as toujours contrôlé, dit quoi faire, critiqué, et maintenant, tu as l'occasion de me détruire. Tu es ravi. Ce n'est pas vrai, Adrien. A.I.G. secoué la tête. Je t'ai aimé plus que tout. Je t'ai donné mon temps, mes forces, mon argent, mais tu l'as pris pour acquis, sans l'apprécier, toujours voulant plus. Tout mens, a-t-il crié. Si tu m'aimais, tu m'aiderais maintenant. Je ne vais pas encourager ton irresponsabilité. A.I.G. dit calmement. Ce n'est pas de l'amour, Adrien. L'amour véritable ne donne pas seulement. Il exige être meilleur, honnête, responsable de ses actes. Adrien m'a regardé avec haine. Alors, c'est tout. Pas d'aide. Je peux t'offrir un endroit où rester, jusqu'à ce que tu trouves un travail. A.I.G. dit. Mais pas d'argent. Vivre avec toi. A-t-il ricané, méprisant. Dans ce taudis, non. Merci, je préférerais dormir dans ma voiture. Il s'est dirigé vers la porte, se retournant au seuil. Tu le regretteras. Maman, quand les choses empireront, quand tu ne pourras plus t'occuper de toi, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi comment tu as refusé d'aider ton propre fils. Comment as-tu pu refuser d'aider ta propre mère? A.I.G. demandé doucement. Adrien n'a pas répondu. La porte a claqué. J'étais seule, ressentant un vide étrange, malgré tout ce qu'il avait fait. Une partie de moi l'aimait encore, s'inquiétait, mais une autre, plus rationnelle, honnête, comprenait qu'aider maintenant prolongerait le cycle vicieux. Il devait trouver une sortie, réparer ses erreurs. Ce soir-là, Mathilde a appelé, disant qu'Adrien exigeait de l'argent, menaçant de prendre les enfants. Si elle n'aidait pas, je lui ai conseillé de consulter un avocat, de documenter ses menaces. Le divorce promettait d'être compliqué.
Lina passait encore plus de temps chez moi, souvent tout le week-end, aidant à nettoyer, cuisiner, jardiner. Parfois, elle amenait Maxime, le garçon, silencieux, renfermé, se détendait peu à peu chez moi, où personne ne criait, ne menaçait. Le traitement progressait bien. Au printemps, je pouvais accomplir la plupart des tâches quotidiennes seule. La douleur avait tellement diminué que je l'oubliais souvent. Le docteur Bernard était satisfaite. Vous vous en sortez très bien, Madame Vasseur. A-t-elle dit lors d'une visite. Encore un cycle, et nous passerons à une thérapie d'entretien. C'est moins cher, a-i-g demandé, pleine d'espoir. L'argent des bijoux s'épuisait. Le médecin a souri. Et c'est couvert par votre assurance. Quelle bonne nouvelle. Je pourrais continuer sans autre sacrifice financier. Je n'avais pas de nouvelles d'Adrien depuis des semaines. Mathilde disait qu'il avait trouvé un travail dans une ville voisine, ne les dérangeait plus, le divorce avançait, lentement, à cause des retards d'Adrien. Puis, fin avril, il s'est présenté à ma porte. Il avait meilleure mine, vêtements propres, cheveux coupés, l'ancienne étincelle dans les yeux. Ah, maman, a-t-il souri, comme s'il n'y avait jamais eu de conflit. Puis-je entrer? Je l'ai laissé entrer, observant le changement avec méfiance. Tu as bonne mine, a-i-g remarqué. Oui, les choses s'améliorent. Adrien s'est affalé sur le canapé. J'ai trouvé un travail dans une concession automobile. Pas ce à quoi je suis habitué. Mais le salaire est bon. J'ai loué un appartement, acheté une voiture d'occasion. Je suis heureuse pour toi. Ça, a-i-g dit sincèrement. Je suis venue m'excuser. Adrien m'a regardé, avec la même expression de remords que la dernière fois. Pour mon comportement, les menaces. Je n'étais pas moi-même. Tu comprends, perdre mon travail, le divorce. Tout m'est tombé dessus. Je suis restée silencieuse, attendant la suite. Il a continué. Maintenant que je me remets sur pied, je veux réparer ma relation avec toi, les enfants, repartir des zéros. Et le testament? a-i-g demandé franchement. Adrien a hésité, rien nerveusement. Eh bien, bien sûr, je serai heureux si tu reconsidéreras. Après tout, je suis ton fils unique. Et Adrien? a-i-g secoué la tête. Tu n'as rien appris. C'est la même vieille manipulation. Les mêmes tentatives d'obtenir ce que tu veux, sans te soucier des autres. Quoi? Non. A-t-il feinte l'indignation? Je veux vraiment réparer. Commence par payer la pension alimentaire que tu dois à Mathilde. a-i-g dit, passe du temps avec tes enfants, pas parce que ça te donne des droits sur moi, mais parce qu'ils ont besoin d'un père, vis honnêtement, travaille dur. Prouver par tes actes, pas tes mots, que tu as changé. Adrien m'a regardé, le masque de gentillesse glissant de son visage. Tu ne me pardonneras jamais. Eh non, tu ne me rendras jamais ma place dans le testament. Ce n'est pas une question de pardon. Adrien, c'est une question de confiance. Je ne crois plus que tu géreras l'héritage de manière responsable. Mais tes petits-enfants auront leur part. Je le garantis. Petits-enfants, Charité, a-t-il ricané. Tout, sauf ton propre fils. Tu as fait ton choix. Adrien, lui ai-je rappelé, quand tu as dépensé mon argent pour des vacances, au lieu de mon traitement. Il s'est levé, serrant les poings. Tu sais quoi? Au diable tout ça. J'ai essayé d'être poli, de m'excuser, mais tu es incorrigible. Ta obstination, ta vindicté, c'est ce qui a détruit notre famille. Non, Adriens. a-i-g dit, me levant aussi. Ta cupidité, ton égoïsme ont détruit notre famille, et tant que tu ne l'admettras pas, rien ne changera. Adieu. Maman, a-t-il dit, se dirigeant vers la porte. Tu ne me reverras jamais. Je ne l'ai pas arrêté. Je savais que ses menaces étaient vides. Il reviendrait quand il aurait besoin d'argent ou d'aide, jouant encore le fils repentant.
Mais je ne tomberai plus dans ce piège. Quand la porte s'est fermée, je n'ai pas ressenti d'amertume, mais un soulagement étrange, comme si je m'étais libéré d'un lourd fardeau, le besoin de croire en quelque chose de faux. Mon fils n'était pas une bonne personne. L'admettre, aussi étrange que cela paraisse, était plus facile que de continuer à me mentir, mais était inhabituellement chaud. Je passais beaucoup de temps dans le jardin, observant la nature revivre après un long hiver. Mes articulations s'étaient renforcées grâce au traitement. Je pouvais tenir des outils de jardinage sans effort, creuser de petits trous pour les semis, tailler les buissons, mais sans l'aide de Geneviève. Je n'aurais pas pu continuer ma thérapie. Quand l'argent des bijoux s'est épuisé, il me restait un cycle avant la thérapie d'entretien. Geneviève a trouvé une solution. Il y a un programme d'aide pour seniors avec maladies chroniques dans notre ville, m'a-t-elle dit un matin, en passant. J'ai parlé à la coordinatrice, Madame Véronique Fournier. Elle dit que tu pourrais être éligible à une subvention vu ta situation. Ma situation. Eh bien, tu sais, Geneviève a hésité. Une femme âgée, moyens limités, arthrite, abus financiers par des proches. Tu leur as parlé d'Adrien. J'étais choquée, juste l'essentiel, et s'est empressé de me rassurer Geneviève. Pas de nom, pas de détails, mais c'est important. Sabine, ton cas est exactement ce pourquoi ce programme existe. J'ai hésité. Demander une charité semblait humiliant. J'avais géré seule toute ma vie, fière de mon indépendance. Pense à tes petits-enfants. A rappelé Geneviève, doucement. Si tu ne finis pas ton traitement, la douleur reviendra. Tu ne pourras plus tricoter avec Lina, jardiner avec Maxime. Cette argumente m'a convaincue. J'ai accepté de postuler. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'approbation pour le financement complet du reste de mon traitement. Tu vois? Si, a dit Geneviève, triomphante. Quand je lui ai annoncé, parfois, il faut laisser les autres t'aider. Chaque jour, je me sentais mieux. Le docteur Bernard était impressionné par mes progrès. Votre corps répond très bien à la thérapie, a-t-elle dit lors d'une visite. L'inflammation a presque disparu. La mobilité de vos articulations s'est améliorée de 80%. Si nous continuons ainsi, vous retrouverez une vie presque normale. Nous n'avions pas de nouvelles d'Adrien depuis presque 2 mois. Mathilde disait qu'il travaillait toujours à la concession automobile, mais selon les rumeurs, il était souvent en conflit avec ses collègues. La direction, début juin. Lina a terminé sa 3e avec mention. J'ai assisté à la cérémonie avec Mathilde, Maxime. Adrien n'était pas là. Lina ne l'avait pas invité. Il ne serait pas venu de toute façon, a-t-elle dit, feignant l'indifférence. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Après la cérémonie, nous avons organisé une petite fête dans mon jardin. Mathilde a préparé un barbecue. Maxime aidait à servir. Lina montrait ses récompenses. Geneviève et René sont venus, apportant de la limonade maison, une tarte aux fraises. C'était une journée chaude, joyeuse, pleine de rires, de mots gentils. Je regardais les gens autour de la table, pensant à comment ma vie avait changé ces 6 derniers mois. Oui, j'avais perdu confiance en mon fils, mais j'avais gagné une connexion plus profonde avec mes petits-enfants, renforcé mon amitié avec Geneviève. René, appris à accepter l'aide des autres. Peut-être était-ce là la vraie valeur, pas dans les liens du sang, mais dans les relations humaines sincères. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Madame Vasseur a demandé une voix masculine formelle. Je suis Nicolas Beaumont, du cabinet Beaumont, Fournier et Associés. Nous devons vous rencontrer pour une affaire importante. Quelle affaire? J'étais méfiante. Je préférerais en discuter en personne. Que diriez-vous de 15 heures aujourd'hui à notre bureau? J'ai accepté, bien que mon instinct me dise que rien de bon ne sortirait de cette rencontre. Le bureau du cabinet était dans un bâtiment moderne en verre au centre d'affaires des Vents. Nicolas Beaumont était plus jeune que prévu, environ 32 ans, impeccablement vêtu, cheveux parfaitement coiffés. Madame Vasseur,
Merci d'être venu, a-t-il dit, désignant une chaise en face de son bureau. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je représente votre fils, Adrien Vasseur, dans une démarche pour vous déclarer légalement incompétente. J'ai senti le sang quitter mon visage. Quoi? Votre fils s'inquiète de votre état mental, a dit Beaumont calmement, comme s'il parlait du temps. Il dit que récemment, vous montrez des signes de paranoïa, de suspicion déraisonnable, prenant des décisions financières étranges. Il pense que vous n'êtes plus capable de gérer vos affaires, nécessitant un tuteur. C'est absurde. Ma voix tremblait d'indignation. Je suis en parfaite santé. Mon médecin peut le confirmer. Je suis ravi de l'entendre, a souri Beaumont, mais ses yeux restaient froids. Cependant, mon client a fourni des témoignages de plusieurs personnes, notant des changements dans votre comportement. De plus, votre décision d'exclure votre fils unique de votre testament, transférant une grande partie de vos biens à une fondation caritative, pourrait être vue comme un signe de pensée irrationnelle. J'ai regardé l'avocat, essayant de comprendre. Adrien avait décidé de me déclarer folle pour récupérer son héritage. C'était si bas, si méprisable, que j'en avais le souffle coupé. Si Monsieur Beaumont? J'ai dit enfin. Je ne discuterai pas de cela avec vous. Je contacterai mon avocat. Comme vous voulez, a-t-il dit, me tendant un dossier. Voici une copie de la requête. L'audience, et c'est fixé au 23 juin. Je vous conseille de bien vous préparer. Je suis sorti du bureau, les jambes tremblantes. Une pensée tournait. Comment mon propre fils pouvait-il tomber si bas? En rentrant, j'ai immédiatement appelé Victor Lemaître, lui racontant ce qui s'était passé. L'avocat écoutait attentivement, posant quelques questions, m'assurant qu'il prendrait l'affaire. Ça, ne vous inquiétez pas, Madame Vasseur, a-t-il dit. Ce genre de cas n'est pas rare, surtout avec un héritage. Mais votre fils n'a aucun fondement. Nous prouverons facilement votre capacité légale. Comment a-t-il pu penser que ça marcherait? Me suis-je demandé. Le désespoir. A répondu le maître simplement. Les gens s'accrochent à des pailles. Quand ils sont acculés, les 2 semaines suivantes furent consacrées à préparer l'audience. Le maître rassemblait documents, témoignages, rapports médicaux. J'ai passé une évaluation psychiatrique indépendante, confirmant ma pleine santé mentale, sans trouble. Geneviève et René étaient outrés, apprenant le plan d'Adrien. Ce type a complètement perdu sa conscience, a dit René, en colère. Déclarer sa propre mère folle pour de l'argent. On ne peut pas tomber plus bas. Mais le coup le plus dur est venu d'où Adrien s'y attendait le moins. Quand Mathilde a appris son plan, elle est venue avec l'intention ferme d'aider. « Je témoignerai pour vous. » Sabine, a-t-elle dit. Et les enfants aussi. Du moins Lina. Maxime est trop jeune pour le tribunal. Mais nous pouvons fournir une déclaration écrite. Vous n'êtes pas obligé. J'ai touché par son soutien. Ça pourrait compliquer votre divorce. C'est déjà compliqué, a rossé Mathilde les épaules. Mais il y a des choses plus importantes que les procédures légales, comme la justice. Le jour de l'audience était chaud, la salle presque vide. Seuls les participants, leurs représentants, quelques spectateurs. J'ai remarqué Madeleine Roche dans un coin, venue glanière des ragots. Adrien était à la table de la défense avec Nicolas Beaumont, évitant mon regard. Penché sur des papiers, il semblait tendu, nerveux. La juge Florence Caron, une femme âgée au regard perçant, a ouvert l'audience. Nous sommes réunis pour examiner la requête de M. Adrien Vasseur, visant à déclarer sa mère, Sabine Vasseur, incompétente, et à être nommée tuteur de sa personne et de ses biens, a-t-elle annoncé. Monsieur Beaumont présentait les motifs. L'avocat d'Adrien s'est levé, entamant un long discours sur mon prétendu état mental dégradé. Selon lui, j'étais paranoïaque, accusant faussement mon fils de vol, prenant des décisions financières irrationnelles,
changeant mon testament sous l'influence d'idées délirantes de persécution. Madame Vasseur a besoin de protection contre elle-même, a conclu Beaumont, et qui mieux qu'un fils aimant pour prendre soin d'elle? J'ai à peine retenu un rire devant ce mensonge éhonté. Le maître, remarquant mon état, m'a tapoté le bras, rassurant. Monsieur le maître, à vous, a dit la jugée. Mon avocat s'est levé, ajustant sa veste, commençant un discours calme, mesuré, factuel. Madame la juge, la requête de monsieur Vasseur est non seulement infondée, mais une tentative de frauder sa mère de ses biens, a-t-il dit. J'ai des preuves irréfutables de la pleine capacité légale de madame Vasseur. Il a présenté l'évaluation psychiatrique, le rapport du docteur Bernard sur ma santé physique, des témoignages d'employés de banque sur ma gestion financière, de plus, a continué le maître. Je voudrais attirer l'attention sur la vraie raison de cette requête. Il y a 6 mois, monsieur Vasseur a frauduleusement pris possession des 13 500 € d'économie de sa mère, destinés à son traitement médical. Au lieu de l'aider, il a dépensé l'argent pour des vacances familiales. On murmure a parcouru la salle. Adrien a pâli, chuchotant furieusement à son avocat. « Avez-vous des preuves » a demandé la juge. « Oui, madame la juge » a dit le maître, présentant des relevés bancaires confirmant le transfert, les dépenses en agence de voyage, hôtel, restaurant en Guadeloupe. Comme vous le voyez, les fonds ont été retirés pour des loisirs. Après cet incident, madame Vasseur a sagement décidé de réviser son testament pour protéger les intérêts de ses petits-enfants, empêcher le gaspillage par son fils irresponsable. La juge Caron a étudié les documents. Regardant Adrien, « Monsieur Vasseur, souhaitez-vous commenter ?» Adrien s'est levé, jouant nerveusement avec sa cravate. C'était un malentendu. Madame la juge, ma mère m'a donné l'argent volontairement, sans condition. Puis elle a changé d'avis, réclamant le retour. J'avais déjà commencé à rembourser, mais elle a refusé mes paiements. C'est un mensonge. A.I.G. lâché. Malgré moi, madame Vasseur, s'il vous plaît, m'a regardé la juge. Sévèrement, vous aurez l'occasion de parler. Monsieur le maître, avez-vous des témoins? Oui, madame la juge. Je voudrais appeler Mathilde Brunet, l'épouse du plaignant. Adrien a tressailli. Alors que Mathilde se levait, marchant vers le banc des témoins. Après avoir prêté serment, elle a raconté clairement, succinctement, tout ce qu'elle savait. Comment Adrien m'avait trompé, dépensé l'argent des vacances, tenté de le cacher. Quelle est votre opinion sur l'état mental de madame Vasseur? A demandé le maître. Sabine est parfaitement saine et rationnelle, y a dit Mathilde, fermement. Elle pense clairement, prend des décisions sensées, veille sur ses petits-enfants. Si quelqu'un montre un comportement irrationnel, c'est mon mari. Beaumont a tenté de discréditer le témoignage de Mathilde, suggérant un biais dû au divorce. Mais la juge l'a vite interrompu. Le témoin suivant était Lina. La jeune fille de 14 ans se tenait avec une dignité remarquable, parlant de notre temps, ensemble, tricotant, jardinant, discutant de livres. Ma grand-mère est la personne la plus intelligente que je connaisse. A-t-elle conclu. Elle ne dit jamais rien de mal sur mon père, même si elle en a le droit. Elle nous protège, Maxime et moi, de son irresponsabilité. Quand Beaumont a commencé à l'interroger, Lina a regardé Adrien droit dans les yeux. « Papa, pourquoi fais-tu ça? L'argent est-il plus important que l'honneur ?» Adrien a détourné le regard, incapable de supporter la question directe de sa fille. Après les témoignages de Geneviève, de René, du docteur Bernard, la cour s'est retirée pour délibérer. Cela a duré moins d'une demi-heure. Quand la juge Florence Caron est revenue, son visage était sévère. La requête de monsieur Adrien Vasseur, visant à déclarer sa mère incompétente, est rejetée, totalement sans fondement.
a-t-elle annoncé. De plus, je considère cette requête comme une tentative de fraude, un abus du système judiciaire. Monsieur Vasseur, vous devriez être reconnaissant que votre mère ne porte pas plainte pour vol. À sa place, je ne serais pas si généreuse. Adrien restait tête baissée. Beaumont lui chuchotait quelque chose, mais il semblait ne pas entendre. Les frais de justice seront à la charge du plaignant, a conclu la juge. L'audience est levée. En quittant la salle, je ressentais un mélange étrange de soulagement, de tristesse, soulagement que la justice ait prévalu, tristesse de réaliser que mon fils m'était perdu pour toujours. Le lendemain, je suis retournée au bureau de Victor Lemaître. Je veux modifier le testament. A.I.G. dit fermement. Encore, a demandé l'avocat, surprise. Quel changement voulez-vous? Je veux exclure totalement Adrien de tout héritage. A.I.G. expliquait. Même s'il arrive quelque chose à mes petits-enfants, et je veux créer une fondation caritative à mon nom, pour aider les seigneurs victimes d'abus financiers par des proches. Le maître m'a regardé attentivement. Êtes-vous sûr? C'est une décision définitive. Absolument sûr. A.I.G. hoquait la tête. Mais après hier, j'ai réalisé qu'Adrien ne changera jamais. Il cherchera toujours à obtenir ce qu'il veut, sans égard pour les autres. Je ne peux plus lui laisser contrôler mon argent. L'avocat a hoché la tête, commençant à travailler sur le nouveau document. À la fin de la journée, tout était prêt. Un nouveau testament excluant totalement Adrien de l'héritage, dans toutes les circonstances. Et les documents fondateurs de la fondation caritative Sabine Vasseur. Félicitations. Ça, a dit le maître. Alors que je signais le dernier papier, vous venez de rendre le monde un peu meilleur. J'ai souri, ressentant un calme étrange. Tous, c'est moi. Je m'étais battu, non seulement pour mon argent, ma santé, mais pour un principe, pour la justice. Et maintenant, j'avais gagné. Juillet apportait un temps chaud, une nouvelle phase dans ma vie. Je suis passé à une thérapie d'entretien, bien moins chère, couverte par l'assurance. Ma santé s'était nettement améliorée, je pouvais jardiner, tricoter, cuisiner sans problème. La douleur n'avait pas disparu, mais devenait tolérable, n'interférant pas avec ma vie quotidienne. Mathilde a finalisé son divorce, déménageant avec les enfants dans une nouvelle maison, à quelques rues de chez moi. Lina et Maxime me rendaient souvent visite, surtout le week-end. Nous jardinions ensemble, faisions des biscuits, jouions à des jeux de société. Ces heures, avec mes petits-enfants, devenaient les plus précieuses. Je n'avais pas de nouvelles d'Adrien, presque un mois après le procès. Puis, il s'est présenté un dimanche soir. Il semblait fatigué, mais sobre, propre. « Maman, puis-je entrer ?» a-t-il demandé, sans sa confiance habituelle. Je l'ai laissé entrer en silence. Nous sommes allés au salon, nous asseyant face à face. Je suis venu m'excuser, a commencé Adrien, regardant le sol. C'est ce que j'ai fait, essayer de te faire déclarer incompétente. C'était affreux. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La cupidité. A.I.G. répondit simplement. Ça pousse beaucoup à faire des choses méprisables. Adrien a tressailli. Oui, sans discuter. Et peut-être que tu as raison. Je suis perdu. Maman, j'ai perdu mon travail, ma famille, le respect de mes enfants. Tout s'est effondré et tu as pensé que récupérer mon argent arrangerait tout. Quelque chose comme ça. A-t-il souri faiblement. Stupide. Hein? Je n'ai pas répondu. Nous sommes restés silencieux, seulement troublés par le tic-tac de la vieille horloge. Je quitte Roscoff, a dit Adrien enfin. J'ai trouvé un travail à Lyon, manager des ventes dans une concession automobile. Ce n'est pas ce à quoi je suis habitué. Mais c'est un début. Bonne chance. A.I.G. dit sincèrement. Je voudrais. Il a hésité. Essayer de réparer les choses entre nous. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, mais tu es toujours ma mère. Je l'ai regardé attentivement. Était-ce une autre manipulation?
ou un remords sincère. Je ne pouvais plus faire la différence. Adrien. Aïgé dit lentement, pesant chaque mot. Les liens du sang ne font pas une famille. La famille, ce sont ceux qui restent à tes côtés dans les moments difficiles. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Il m'a regardé, la douleur dans les yeux, comme s'il réalisait enfin la finalité de notre rupture. Donc, pas de retour en arrière, a-t-il demandé doucement. Hein? Je ne sais pas, Aïgé répondit honnêtement. Pas maintenant, peut-être un jour. Si tu changes, vraiment. Mais je n'attendrai pas, je n'espérerai pas. Je ne construirai plus ma vie autour de cet espoir. Adrien a hoché la tête, se levant. Je comprends. Eh bien, adieu. Maman, et adieu, Adrien. Aïgé dit, sans me lever pour le raccompagner. Prends soin de toi. Il est parti doucement. Fermant la porte, je suis resté dans mon fauteuil, fixant une photo de famille au mur. Adrien enfant, moi, mon défunt mari. Nous semblions si heureux, pleins d'espoir. Qui aurait pu deviner que tout finirait ainsi. Pour mon anniversaire, Geneviève a insisté pour organiser une fête dans mon jardin. Rien d'extravagant, a-t-elle assuré. Juste les proches, mais il faut célébrer cette année. L'année où tu as enfin gagné ta liberté. J'ai accepté, sans grand enthousiasme. Les anniversaires, à mon âge, ne sont plus une célébration, mais un rappel du temps qui passe. Pourtant, la fête fut exactement ce dont j'avais besoin. Geneviève a décoré le jardin de guirlandes, de lanternes. René a préparé un barbecue sur le nouveau grill qu'il m'avait offert. Mathilde a fait un gâteau. Lina et Maxime ont fabriqué des cartes, m'offrant un album de photos de notre nouvelle famille. Comme ils l'appelaient, nous étions assis à une longue table sous un pommier, mangeant, buvant, riant, partageant des anecdotes amusantes. Le soleil se couchait lentement, peignant. Le ciel de rose, d'or, une brise chaude portait l'odeur des fleurs, des fruits mûrs. À un moment, j'ai remarqué un mouvement près de la haie. En regardant mieux, j'ai vu Adrien, dans l'ombre des arbres, observant notre célébration. Nos yeux se sont croisés un instant. J'ai vu dans les siens une compréhension qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent, les biens, le droit d'être dans ce moment, ce bonheur, cette famille. Adrien a hoché la tête lentement, comme acceptant sa défaite, disparaissant dans le crépuscule. C'est à toi. Sabine a levé Geneviève sans verre. À ta santé, ta sagesse, ta force. À mamie. Entrepris mes petits-enfants. À notre famille. Sous. A ajouté Mathilde. Enlaçant les enfants, je regardais ces gens, non liés par le sang, mais devenus ma vraie famille. Mon cœur se remplissait de chaleur. La perte de mon fils avait été douloureuse, mais elle m'avait ouvert les yeux sur les vraies valeurs. L'honnêteté, la loyauté, le soutien mutuel. À cet instant, dans mon jardin fleuri, entouré de ceux qui m'aimaient vraiment, j'ai réalisé que malgré toutes les épreuves, j'étais heureuse, vraiment heureuse.